Dialogue, organisé par les éditions IG et l'École des hautes études en santé publique de Rennes. Dans notre société ultra connectée, nos vies sont saturées de messages. Une pluie de mots et un déluge de bruit encombrent chaque jour nos pensées. Avec ces dialogues, nous vous invitons à une rencontre autour d'un mot pour prendre le temps d'en peser le sens et de le faire résonner en nous. Épisode 8, créé avec l'écrivain Laurent Genfort et l'astrophysicien Roland Lehoucq. Un dialogue animé par Tiffaine de Roquigny en avril 2025 au Champ Libre à Rennes. Bonsoir à toutes et à tous, ravi d'être là. Bienvenue dans cette avant-dernière rencontre des dialogues, rencontre qui est consacrée à un mot qui ouvre des horizons à l'infini. Ce mot, c'est créer. Dans son roman La folle allure, le poète Christian Bobin écrit « Le besoin de créer est dans l'âme comme le besoin de manger dans le corps ». Créer pour imaginer d'autres vies que la sienne, d'autres mondes, d'autres possibles, et donner une forme à son destin. Ça, c'est Albert Camus qui le dit. Créer et en chemin, se perdre souvent, se trouver parfois. Aujourd'hui, nos créateurs sont astrophysiciens pour l'un, écrivains pour l'autre. Bonjour Roland Lehoucq et Laurent Genfort. Merci beaucoup d'être avec nous. Quel bonheur de vous accueillir au temps libre. Roland Lehoucq, vous êtes astrophysicien au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives de Paris-Saclay et auteur de nombreux ouvrages. J'en citerai un seul, La vie alien, manuel pour construire un monde extraterrestre avec Laurent Genfort et Jean-Sébastien Steyer, paru aux éditions Le Bélial. Et je précise que vous êtes également le président du Festival international de science-fiction Les Utopiales. Quant à vous, Laurent Genfort, vous êtes l'auteur d'une 60aine de romans de science-fiction et de fantasy, dont l'excellente série Au Mal, que certains d'entre vous ont sûrement lu. Auteur également des Temps ultramodernes et de Point chaud. Et vous êtes scénariste de jeux vidéo et de bandes dessinées. Enfin, vous avez consacré une thèse en littérature comparée aux livres-univers dans la science-fiction. Alors, commençons par une question très simple. Que vous évoque, Roland Lehoucq, ce mot « créer » ? Comment résonne-t-il en vous ? Alors, c'est un mot puissant, puisqu'on a l'impression d'être un démiurge, d'être un dieu. On sort quelque chose de son esprit et puis on le construit petit à petit, on l'assemble petit à petit. Et comme moi, alors comme astrophysicien, comme scientifique en général, il y a une manière de création du monde, enfin pas de création du monde au sens un monde créé par un dieu bien entendu, mais de compréhension du monde pour ensuite essayer de créer une représentation scientifique, cohérente, plausible, fonctionnelle du monde naturel qui est devant nous. Et en astrophysique, avec la difficulté que ce monde, on ne peut interagir avec lui que de façon assez distante, par la lumière qu'on en reçoit, et pas de manière directe. On a l'impression qu'on peut poser les briques comme ça les unes sur les autres, et puis voir, enfin physiquement, poser des choses les unes sur les autres, et voir s'il se passe quelque chose d'intéressant. Et donc, ça évoque déjà cette première chose-là comme, disons, scientifique, mais c'est pas propre à l'astrophysique. En même temps, en astrophysique, c'est quand même, peut-être avec la biologie, quand on parle d'évolution, il y a cette idée de la formation de la Terre, la formation des étoiles, comprendre que les objets de l'univers n'ont pas toujours existé, ils sont formés, et évidemment, quand on réfère à l'univers dans son ensemble, arrivent tout de suite des questions d'ordre métaphysique sur la création de l'univers, parce qu'on ne parle pas de la création de la Terre, on parle de la formation de la Terre, du Soleil, du système solaire, mais on ne parle pas de la formation de l'univers. Enfin, en général, quand on évoque l'évolution de cet ensemble de qu'on appelle en fait l'univers observable, qui est l'ensemble des choses que nous avons, avec lesquelles nous avons pu interagir grâce à la lumière, et on se demande, et avant, qu'est-ce qu'il y a, et avant, qu'est-ce qu'il y a, et à un moment donné, la science bute, mais assez facilement, et même parmi certains scientifiques, mais assez facilement, on arrive à la question, et donc il y a eu une création, le Big Bang, l'atome primordial, comme disait l'abbé Lemaître, qui est aussi un scientifique, qui a fondé ces modèles à Big Bang dans les années 30. Voilà, il y a cette idée métaphysique, démiurgique, elle apparaît assez naturellement, disons, en astrophysique, comme elle peut apparaître pour la création du vivant. Enfin, en biologie, il y a aussi il y a avant et avant et avant. Il y a un moment où il n'y avait pas de matière vivante, il n'y avait que de la matière inerte, et puis ensuite de la matière vivante. Il y a cette transition pas claire où il se passe des choses. Et le mot
mots créer et oui. création arrivent assez naturellement, avec des niveaux plutôt d'ordre de la métaphysique que des sciences, bien entendu. On va parler du vivant extraterrestre notamment, mais d'abord pour vous, Laurent, en tant que romancier, qu'est-ce qu'évoque ce mot de créer ? Je dirais que c'est une sorte de phénomène naturel, en fait, pour de l'esprit. C'est quelque chose qui ne me paraît pas artificiel du tout. Alors, moi, je peux parler parce qu'en fait, alors, pour rester généraliste, d'une manière générale, en fait, on a tendance à créer des mondes intérieurs. On fait ça tout le temps. On fait ça quand on va faire ses courses. Pour aller faire ses courses, il faut s'imaginer en train qu'on va manger, qu'on va avoir faim, qu'on va devoir faire le repas, et donc on va se projeter. Et on crée, déjà, rien que ça on crée un monde. C'est celui qui sera nous dans quelques heures. Donc c'est un phénomène naturel, en réalité, de se projeter dans l'avenir. Et moi qui suis auteur de science-fiction, et c'est à ce titre-là que j'interviens, pas écrivain tout court, mais écrivain de science-fiction, là où résonne le mot créer, c'est que c'est au cœur de la science-fiction. L'idée est au cœur de la science-fiction. Et on dit souvent que la science-fiction, c'est une littérature de l'hypothèse. On va émettre une hypothèse. Et si on inventait un moyen de remonter dans le temps, de voyager dans le temps, et donc une chose impossible. Et si l'homme pouvait voyager jusqu'aux étoiles, et si les extraterrestres existaient pour de vrai, et si. Et donc, à la base de ce « et si », il y a une idée, il y a un concept qu'on va développer de façon plus ou moins rigoureuse. Mais à la base, il y a cette création, donc cette idée, donc cette création. Et comme toute création, en fait, comme le disait Roland, en fait, une création, c'est aussi un changement d'état. Le système est dans un état et il va changer d'état. Et ça va avoir les apparences d'une création, en fait, le fait de changer fondamentalement d'état. Eh ben, l'idée, c'est un peu ça. On va s'appuyer sur d'autres idées, sur des idées anciennes qu'on va faire évoluer comme une plante, comme un être vivant. Et on va essayer par exemple, en décalant le regard, en amplifiant un élément, en faisant une connexion entre deux idées qui étaient séparées. Par exemple, Greg Egan, dans un roman, il va faire se connecter l'idée d'évolution des espèces et l'idée de multivers. Que certains d'entre vous ont entendu parler de ce concept-là, de la multiplicité des univers. Et lui, il fait un lien entre les deux, qui n'avait pas été fait avant. Donc voilà, à partir de deux idées différentes. Donc il y a cette convergence. Voilà. On comprend bien comment un écrivain de science-fiction est amené à créer un univers. C'est moins intuitif, l'idée que la science a besoin de créer. Roland Lehoucq, pourtant c'est ce que vous dites. Pourquoi est-ce que la science a besoin de créer ? Parce que 95% de l'univers est incompréhensible ? Alors elle a besoin de créer parce qu'il faut essayer de rendre compte des apparences du monde. Et donc, elle va créer, émettre, alors ça sera des hypothèses dans le cas des sciences, et il faut bien les sortir de quelque part, il faut bien les poser, et puis les confronter ensuite au réel, que ce soit d'observation ou aux expériences en laboratoire, disons sur Terre, aux observations. L'astrophysique, c'est une science d'observation. Et donc, il faut être capable d'imaginer de nouvelles situations, de créer des situations qui peuvent être a priori artificielles ou peut-être sans fondement, mais dont l'espoir qu'elles aient quelques pertinences pour rendre compte du réel. Et par cela, je veux dire à la fois créer les outils mentaux, les techniques, les calculs, les équations, les regrouper, les inventer, enfin faire quelque chose avec pour qu'on ait les outils techniques pour analyser ou décrire une certaine situation, mais qu'on ait aussi la capacité d'imaginer les expériences, les observations qui vont venir, alors non pas confirmer, parce qu'en science, on est content quand une observation vient confirmer un corpus d'hypothèses, mais c'est pas l'accumulation des preuves, entre guillemets, qui fait la qualité. Ça donne confiance dans ce qu'on a dit. S'il y a beaucoup de choses qui vont dans le même sens, on a confiance.
Mais en science, la seule certitude qu'on peut avoir, c'est la fausseté d'une chose. Et une chose est fausse avec certitude quand ses conséquences, quand cette création mentale, cette structure mentale qu'on a imaginée, cette théorie, eh bien, on la confronte au réel et qu'elle n'est pas, dans ses conséquences, vérifiée dans les observations réelles, observations ou expériences, alors on est certain qu'il y a un problème. Alors, bon, évidemment, ça gueule un peu. Est-ce que tes manips étaient moisies ou tes calculs étaient pourris? Bref, ça s'engueule un peu. Mais au bout d'un certain temps, on a fini par aboutir à l'idée que cette proposition-là n'est pas raccord avec le réel. Et comme elle ne l'est pas, alors cette proposition doit être amendée, refusée, elle tombe dans les limbes de l'histoire des sciences. Au contraire, il faut la modifier un petit peu, puis ça va s'arranger. Bref, c'est dans cette confrontation-là qu'on arrive à éliminer les théories non pertinentes et garder celles qui le sont. Et on élimine par fausseté, et disons, on conserve, on continue à travailler, on les chérit, celles qui ont des preuves qui s'accumulent en leur faveur. Mais c'est comme pour les signes, une fois que vous avez vu 10 000 signes blancs, ça vous donne aucun renseignement sur la couleur typique des signes. Vous pouvez assez naturellement penser qu'ils sont blancs, mais il suffit d'un seul signe noir pour que votre théorie, tous les signes sont blancs, soit fausse. Et donc, c'est toujours par la fausseté, c'est par la confrontation au réel, on crée des choses. Il faut créer aussi les outils pour tester ces choses, par tester, les confronter au réel, dans l'espoir de les casser. Et tant qu'on les a pas cassés, on est content. Enfin, on est content, on les garde. Plutôt, on n'est pas content, on les garde tant qu'ils sont pas cassés. Puis quand ils sont cassés, on les transforme. Il faut les amender, les transformer, les rejeter éventuellement pour obtenir un outil de meilleure qualité, de recréer quelque chose à partir des cendres des idées précédentes. Donc la science-fiction a besoin de la science, mais la science a aussi besoin de la fiction. Vous êtes d'accord avec ça, Laurent ? Ah oui, complètement. Mais les sciences, ça ne veut pas dire que la science a besoin de la science-fiction. C'est-à-dire qu'elle a besoin de la fiction, elle a besoin de se représenter. Mais elle le fait, hein. Je veux dire, ça s'appelle l'expérience de pensée. La différence, c'est que nous, on n'a pas la validation par le réel. Nous, elles ont pas. Nous, la pertinence des idées ne vient pas de la validation par le réel, hein, par l'expérience sensible. Elle vient de soit la beauté, parce que là, on va trouver qu'une idée est belle, elle résonne, elle a une pertinence qui relève du psychologique, de la culture, ou intéressante, c'est-à-dire stimulante intellectuellement. Et là, ça suffit, en fait. C'est-à-dire que elle n'a pas à être validée par le réel, heureusement d'ailleurs, sinon il y aurait beaucoup moins de textes, hein, je pense. Et surtout, ce serait, on n'irait pas dans l'espace, ou alors vraiment dans la banlieue de la Terre. Mais le space opéra n'existerait pas, hein, par exemple, ni l'Uchronie, ni voilà. Mais on a cette exigence en fait, d'être intéressant, que l'expérience de pensée qu'on va faire, elle soit porteuse de sens d'une manière ou d'une autre, ou de beauté d'une manière ou d'une autre. Alors quand c'est les deux, évidemment c'est le bingo. Voilà. Et oui, il faut réussir à capter l'intérêt du lecteur et ensuite à le garder. Comment est-ce que, pour vous, Laurent, l'actualité scientifique vous inspire? Dans quelle mesure est-ce que vous vous servez des découvertes scientifiques dans vos romans? Je m'en sers exactement comme je me sers de tout le matériel venant du réel. Parce qu'en fait, la création, c'est ce qu'on disait, c'est de la transformation. C'est-à-dire qu'on a cette moulinette intérieure qui fait qu'on est... c'était, je crois, Aimé Césaire qui disait que la poésie, c'était être poreux à tous les vents. Et c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il faut être poreux, il faut se laisser imprégner par les nouvelles théories, les nouvelles découvertes, ce qui fait les progrès de la connaissance, en l'occurrence pour la science, les progrès de la connaissance. Sachant que vous n'avez pas de formation scientifique, je non, le précise. Pas du tout. Donc vous êtes vraiment formé sur le tas. Oui, c'est même pas de la formation, hein, c'est juste de la curiosité. En fait, il faut être curieux. Je pense que s'il y a vraiment un truc qui fait que on poursuit. Moi, j'écris depuis très longtemps maintenant, mais c'est la curiosité en fait qui me motive. C'est que je suis toujours aussi ébaudi par les progrès scientifiques, par l'affluence du réel, surtout qu'on vit des temps intéressants, chinoisement parlant. Donc le réel n'a jamais été aussi intéressant, je dirais. Donc et là, c'est vrai que ça nourrit énormément. Mais ça veut dire qu'il faut toujours avoir en tâche de fond cette espèce de petite moulinette. Et c'est pour ça que je dis souvent que la science-fiction, c'est un art, mais c'est une pratique.
C'est une pratique, en fait. Et la pratique, c'est cette petite moulinette qui fait qu'on va alimenter par le réel la science, les sciences dures ou humaines, l'actualité, les expositions, les films, les BD, les jeux vidéo, enfin tout ce qui nous tombe sous la main, en fait. Et vous diriez, Roland, que l'imagination, la créativité ont toujours joué un rôle clé en science ? Oui, bien sûr, puisque l'idée, c'est d'avoir des idées nouvelles pour rendre compte des phénomènes du monde, et que ces idées nouvelles ne viennent que si on arrive à les imaginer alors qu'on n'a pas forcément d'arguments pour le faire. Enfin, si ce n'est qu'il y a un certain nombre de phénomènes dont il faudra bien finir par rendre compte un jour. Et vous pourriez nous donner des exemples pour qu'on se rende bien compte ? Eh bien, par exemple, on peut prendre... alors, Laurent parlait des expériences de pensée, donc ça c'est un mode de réflexion qui a été très longtemps, très souvent utilisé en sciences. On peut prendre par exemple une question qui n'est pas pertinente mais qui montre d'abord la curiosité et ensuite l'intérêt pour les sciences du jeune Einstein qui, adolescent, se demandait que verrait-on du monde si on était assis sur un rayon lumineux. Alors, en pratique, on ne peut pas être assis sur un rayon lumineux pour bien des raisons, dont l'une est justement conséquence de la théorie de la relativité restreinte qu'il a développée en 1905 et qui dit que la lumière ne peut être au repos dans un cœur, enfin, qui a une des conséquences, que la lumière n'est au repos dans aucun référentiel. La lumière, elle a toujours la même vitesse, quel que soit votre statut d'observateur vis-à-vis de la source. Là, la lumière de ces lampes vient à 300 000 km par seconde pour nous éclairer. Si j'étais en déplacement par rapport à ces lampes, je mesurais encore 300 000 km par seconde. Alors que d'habitude, on a plutôt tendance à composer les vitesses, à additionner les vitesses. Une voiture qui va à 100 km par heure comme ci, et une autre qui va à 100 km par heure comme ça, eh bien, l'une par rapport à l'autre, elles vont à 100 plus 100, 200 km par heure. Ben, pour la lumière, pas du tout. Et donc il a fallu qu'Einstein imagine cela. Donc il a fallu qu'il imagine ça. Donc la première, voilà, l'expérience de pensée, qui est une expérience de pensée qui ne fonctionne pas et dont il n'a pas tiré grandes conséquences, mais qui montre l'idée, il faut avoir des questions presque naïves, parfois qui ont l'air un peu bêtes. Une autre qui a donné, encore d'Einstein, mais bon, on ne prête qu'aux riches, qui montre qui lui a donné l'idée de sa théorie de la relativité générale, cette fois-ci, une théorie de la gravitation. Et il a eu cette illumination quand il est dans son bureau, sur son siège, au bureau des brevets à Berne. Et il s'est dit, je me suis imaginé tombant d'un toit et ayant perdu la sensation de poids. C'est-à-dire, mon poids, je suis en chute libre, je tombe d'un toit et mon poids disparaît. La gravité semble avoir disparu. Et il dit derrière, cette idée a une très grande impression, a fait une très forte impression sur moi, au point que, ne la lâchant pas, j'ai abouti 10 ans plus tard à la théorie de la relativité générale, qui est une des deux merveilles de la théorie physique du XXe siècle avec la physique quantique. Donc ça part d'une idée très simple, d'une constatation très simple, d'une idée qui est pas, enfin comment dire, pas nouvelle. Il y a plein de gens qui sont tombés de plein de toits et de plein d'autres endroits, mais il n'y a que Einstein qui s'est dit mais quand je tombe, je n'ai plus la sensation de poids. Donc voilà, c'est ce genre de choses-là qui apparaît. Il y a une sorte de déclic. Alors d'autres grands scientifiques, Poincaré dit aussi qu'il a eu de temps en temps des sortes d'illuminations. Il a inventé, selon ses propres mots, la théorie des fonctions fuchsiennes en mettant le pied sur le tramway qui devait l'amener à je ne sais où pour un déjeuner. Donc il a précisément daté avec à la seconde près le moment où j'ai mis le pied. Il a inventé un truc, les théories des fonctions fuchsiennes, on s'en fout, mais c'est un truc très important en mathématiques. Eh bien, il a daté très exactement le jaillissement, l'éclat. Donc là, une sorte de truc démiurgique, quoi. Il y a le doigt de Dieu se pose sur vous, il dit toi, tu vas avoir cette idée. Ça fait un peu cette ambiance-là. Et il a eu cette idée incroyable. Paf, ça donnait plein de développement. Einstein avec son chute du toit. Et il y a une manière de... Alors, c'est pas toujours comme ça, hein, parce que là, c'est l'idée aussi que la science, elle est faite par les grands hommes. Alors, les grands hommes, parce que bon, c'est des hommes, mais il y a aussi des grandes femmes dans la science. Et puis, dans l'idée qu'il y a une sorte d'éclair de génie à un moment, un acte créateur. D'un coup, paf, ça y est, la théorie sort toute armée. Et on le voit beaucoup dans un certain nombre de films de science-fiction, où le héros éventuellement scientifique ou l'héroïne scientifique sort la
réponse d'un coup, tout est clair d'un coup. Comme Mais c'est ça qui relie les romanciers et les scientifiques, c'est cette idée d'un génie, d'un talent. Voilà, sauf que ça, dans le réel, c'est plutôt tâcheronesque, c'est on galère des plombes et des plombes, mais pas tout seul dans une équipe, avec plein de gens qui bossent, avec toute une généalogie de scientifiques qui vous ont précédé, etc. etc. Bref, le réel, c'est plutôt c'est le tâcheronnage, quoi, on va dire un peu brutalement, c'est un peu ça le réel. Et de temps en temps, effectivement, il y a cet éclair de génie ou quelque chose qui ressemble à un éclair de génie qui vous dit « Ah bah ça, j'ai l'idée initiale, on n'a pas toute la théorie, elle ne sort pas armée, mais elle est là. » On comprend que l'imagination précède la science parfois, et puis parfois c'est la science qui précède l'imagination. Vous disiez, Laurent, que vous aviez commencé à écrire il y a longtemps. Je crois que vous avez publié votre premier roman à 23 ans. Non, à 20 ans. Ouais. À 20 ans, voilà. Il était très mauvais, hein, vous inquiétez. Ne l'achetez pas, c'est les derniers qui sont mauvais. Est-ce qu'il y a eu un fait scientifique qui a été à l'origine de votre décision d'écrire et de consacrer votre vie à l'écriture? Alors non, c'est pas un fait physique, au contraire, c'est un livre de science-fiction. J'étais déjà baigné dans la science-fiction depuis. Moi, je suis l'Obélix de la science-fiction. Je suis tombé dedans quand j'étais petit et je suis jamais ressorti de la marmite. Donc, je commence à avoir même l'embonpoint. Donc, ça prouve que l'analogie fonctionne toujours. Et non, moi, c'était sur un roman qui s'appelait Le Monde de la Mort. J'en avais parlé tout à l'heure, de Harry Harrison. Fabuleux auteur et très bon texte, un des premiers textes écologiques, vraiment écologiques, un texte des années 60. On imagine en fait une planète extrêmement hostile, vraiment la planète la plus hostile que j'ai vue dans la science-fiction. Et quand j'ai décidé d'écrire, je me suis dit, tiens, je vais essayer de faire une planète encore plus hostile que celle de Harry Harrison, qui était la planète la plus hostile. Et en fait, derrière ça, c'est pareil, c'est quelque chose de finalement très courant dans la SF, qui est un genre profondément ludique, mais parce que l'expérience de pensée est profondément ludique en soi. Une expérience de pensée, c'est quelque chose par nature ludique, puisqu'on se lance finalement... une expérience de défi, c'est un défi une expérience de pensée, pardon, c'est un défi qu'on se lance à soi-même. On dit « chiche ». Et si, je vais imaginer un homme, le dernier homme de la Terre, tout à coup, le dernier homme de la Terre est dans une pièce et on frappe à la porte. Voilà. C'est typiquement un récit de science-fiction en une phrase, mais c'est typiquement un récit de science-fiction. Et c'est une forme de défi à l'imagination. Et ben voilà, la SF, elle fonctionne souvent comme ça. Et moi, en bon disciple, j'ai fonctionné comme ça sur la plupart de mes romans, qui sont des petits défis qu'on se lance en fait. Ça, pour rebondir sur ce que dit Laurent, excuse-moi, Tiffaine, pour rebondir sur ce que dit Laurent, il y avait, parce que moi je m'intéresse aussi à la science-fiction, d'une autre façon, mais il y avait cet auteur Hal Clement, un auteur américain, dans les petits maîtres, on va dire, les petits maîtres de la science-fiction américaine, et qui avait une formation scientifique et qui voulait faire des romans qui soient scientifiquement aussi carrés que possible. Alors il se permettait de sortir un peu de temps en temps des bornes de la science, mais il voulait que ce soit, en tout cas ses mondes, notamment dans un roman qui s'appelle Mission Gravité, il voulait vraiment que son monde soit bien construit. Et il a fait des grands efforts. Il a même publié tout un texte en expliquant comment il avait construit son monde, comment il avait créé son monde finalement. Et la partie jeu dont parlait Laurent, elle est explicitement dedans, parce que lui, son but, c'est un défi qu'il se lance. Je vais faire une planète bizarre, mais en même temps plausible, cohérente du point de vue des sciences, aussi cohérente que possible. Donc ça, c'est déjà le défi qu'on se lance. Et s'il y avait un monde avec une gravité 700 fois supérieure à celle de la Terre et qu'il y a des vivants dessus, qu'est-ce qu'on fait? Puis les humains, ils ont perdu un truc et il faut qu'ils aillent, mais ils ne peuvent pas parce que 700 gravités. Bon, bref. Donc il crée son histoire avec ça. Et puis ensuite, il a l'idée de jeu à la rédaction. Donc c'est déjà un jeu personnel, une sorte de défi interne qui se lance. Et je vais faire une planète comme ci, comme ça. Et je vais essayer de la faire tenir droit. Je vais essayer qu'elle ne s'effondre pas sous les coups de la science en 2 minutes. Et le deuxième aspect qui met derrière, deuxième aspect du jeu, cette fois-ci, c'est le jeu qu'il appelle The Game, il le dit dans son article, avec les lecteurs et les lectrices, et dire maintenant, moi j'ai créé ce monde, j'ai essayé de le faire aussi cohérent que possible, d'en faire une aventure éventuellement intéressante. Ça, c'est aussi mon espoir comme auteur, que l'aventure soit intéressante pour le lectorat. Mais maintenant, vous lecteurs, vous avez une tâche, c'est
rechercher dans ce que j'ai fait tous les points où j'ai pu me tromper et essayer de les corriger, de les améliorer si vos connaissances sont meilleures que les miennes, et donc d'une sorte de jeu, cette fois-ci externe, avec le lectorat, pour non pas détruire le monde, en fait, finalement, c'est un peu ça, détruire le monde, en tout cas, regarder ses soubassements, si tout tient bien avec les éléments qui sont donnés dans l'histoire. Et c'est ce jeu-là, moi, que j'aime bien pratiquer avec la science-fiction. Et donc, on a ce double jeu de l'expérience de pensée, du et si une planète à 700 gravités terrestre existait, alors quoi? Et il déroule toute une affaire. Et après, je la construis. Et après, maintenant à vous, là, vous avez lu, ça vous a plu. Alors maintenant, essayez de discuter, comprenez comment ça fonctionne, et essayez de contredire, pas de contredire, mais de trouver les points faibles. Un peu comme en science, où voilà, j'ai une super théorie, la théorie Loïc de l'univers et du reste, et je vous mets au défi de montrer qu'elle est fausse, parce que moi je pense qu'elle est vraie et j'ai des arguments pour ça, mais de montrer qu'elle est fausse. Et en science, c'est comme ça que ça se fait, en détruisant, on l'a dit tout à l'heure, en détruisant les théories non fonctionnelles. Ça vous inspire, Laurent? Et oui, et en fait, ça me rappelle une autre anecdote sur un des auteurs de Hard Science, parce qu'on appelle ça justement les auteurs comme Hal Clement ou Arthur C. Clarke ou Asimov sont appelés des auteurs de Hard Science, c'est-à-dire des auteurs avec un développement très rigoureux, et ce sont eux-mêmes souvent des scientifiques, et non seulement rigoureux, mais où la science elle-même est un enjeu du récit souvent, où la connaissance est un enjeu du récit. Et un autre auteur qui s'appelle Larry Niven avait imaginé un grand artefact cosmique qui s'appelle l'anomonde, qui est une sorte de ruban qui est autour d'une étoile et qui est animé d'un mouvement de rotation. Quand j'ai dit, excuse-moi Laurent, oui. Je fais ça pour notre public, autour d'une étoile, c'est pas collé à l'étoile. Hein. Quand il dit grand, ça veut dire le rayon du ruban, c'est le rayon de l'orbite de la Terre. Donc c'est un truc qui fait 150 millions de kilomètres de rayon. Je vous laisse calculer le périmètre, un peu moins d'1 milliard de kilomètres. Donc c'est un gros truc, quoi. Voilà. Et donc il avait mis au défi, pareil, comme pour Hal Clement. Et il y avait des étudiants en physique je ne sais plus quelle université américaine, qui avait fait les calculs et qui lui avait dit « Ah non, mais là, ça marche pas. Là, ça marche pas. » Et en fait, les critiques lui avaient donné l'idée du deuxième volume, les ingénieurs de l'anomonde, où effectivement, ce ruban va se déporter et va commencer à frotter contre l'étoile. Enfin, il va commencer à se désintégrer, quoi. Enfin, voilà. Donc, le jeu entre le réel, c'est intéressant parce qu'il y a un jeu entre le réel et la fiction, là, qui est clairement du domaine de la physique, mais en même temps, il y a d'autres jeux qui sont tout aussi intéressants, surtout quand ils sont développés justement par ce type d'auteur. Et par exemple, dans le même cycle de l'anomonde, le personnage, le héros, qui s'appelle Louis Wu, Wu, je ne sais pas comment ça se prononce, et en fait est issu d'une lignée d'humains chanceux. C'est-à-dire qu'en fait, on a sélectionné des humains, des hommes et des femmes. Enfin, on a fait se rencontrer et se reproduire des femmes qui ont eu de la chance dans leur vie, comme si on pouvait, comme si c'était en fait une règle naturelle. En fait, comme si la chance était un phénomène physique, vraiment physique. Et donc, en sélectionnant les plus aptes à la chance, en fait, on allait fournir des... Alors, Larry Niven, évidemment, ne croit pas à ça. Mais c'est ça aussi le travail d'un auteur de SF, c'est qu'on n'a pas besoin de croire à ce qu'on écrit. L'intérêt... Enfin, là, on voit le côté ludique. Et on voit le côté expérimental, expérience de pensée, qui n'a pas besoin d'être vrai à la base. Il suffit juste que ce soit vraisemblable à l'intérieur de l'univers qu'on propose. Et là, le personnage, il est à la frontière de l'invraisemblable, en fait. Mais un auteur comme Larry Niven, il a été capable d'insérer ça dans cette fiction pourtant très scientifique. Excuse-moi, Tiffany, je vais encore te chanter. Le rythme des questions, c'est que ça me fait penser à ce que dit Laurent. Il y a cette sorte de jeu où en poussant... on pousse parfois en physique, notamment en physique théorique, on pousse parfois des théories dans leur dernier retranchement, dans des situations
qui ont l'air extrêmes, mais pour voir comment elles résistent, comment elles se comportent, qu'est-ce qu'elles prédisent comme phénomène, qu'est-ce qu'elles racontent. Ça permet de tester leur cohérence interne. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, quelque chose d'extraordinaire qui apparaît, on dit, c'est embêtant quand même. Bon, évidemment, elle a l'air de bien fonctionner dans notre domaine qu'elle a, mais quand je la pousse vers là-bas, ça se passe moins bien. Ça veut sans doute dire qu'elle est pertinente ici, cette théorie, mais là-bas, ça ne va pas, donc elle n'est pas aussi générale qu'on pourrait l'espérer. Et ça, on le voit, par exemple, encore dans la relativité générale d'Einstein, qui pensait initialement que sa théorie était déficiente, parce qu'il y avait comme conséquence, notamment, des astres qu'on appelle maintenant trous noirs, et que ces astres lui paraissaient si délirants, d'une certaine façon, si paradoxaux, qu'il disait, bon, peut-être c'est un problème, c'est quelque chose qui révèle un problème de la théorie, jusqu'à ce qu'on observe des objets qu'on a d'abord appelés des candidats trous noirs, en disant peut-être que ça pourrait être ça, puis que de l'autre côté, l'astrophysique stellaire progresse et qu'on comprenne des mécanismes de formation de ces astres hypothétiques à l'époque qui étaient les trous noirs, et puis ensuite qu'on constate que les candidats observationnels étaient bien des trous noirs à l'œuvre, et que maintenant on a on en compte plein, on sait où ils sont, enfin on sait plein de choses sur les trous noirs, et que ça devienne un objet réel de l'astrophysique. Donc il y a cette idée-là de jouer avec les théories pour les pousser dans leur retranchement, donc dans une zone elles sont dans leur zone de confort où ça se passe bien. Elles ont été fondées, ces théories, pour rendre compte d'une catégorie de phénomènes. Donc là, ça se passe bien. Et quand on les pousse en dehors de leur zone de confort, quand on fait littéralement, on va vers l'imagination, là on les pousse dans des zones extraordinaires, d'où des hypothèses qui viennent de la physique théorique du multivers, d'où les hypothèses des dimensions de monde à dimensions supplémentaires, que notre monde n'aurait pas que 3 dimensions spatiales, mais plus toutes petites, repliées, ou alors gigantesques qu'on ne verrait pas. Enfin, il y a plein de choses très curieuses qui sont utilisées par les auteurs de science-fiction. Donc il y a cet endroit, disons, la science, où on comprend les choses, des fois poussé dans ces retranchements, dans des zones où on se demande si ça va marcher, pour tester la cohérence interne de tout ça, sans forcément de conséquences observationnelles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tester ces situations-là, faute de moyens, faute le contexte pour les tester on n'est pas encore capable de le reproduire dans les laboratoires. Mais en même temps, la science-fiction, elle regarde justement là où ça grouille, il se passe des trucs, et elle prend des idées, il y a plusieurs dimensions, il y a le multivers, on va faire des choses. C'est il y a ça, toutes les merveilles de la physique quantique. Plus ou moins vraisemblable. Exactement. Et là, ça joue à certains. Il y a un endroit là où il y a un jeu. Les uns viennent, les autres y vont, dans une sorte de bac à sable où ça sert à, entre guillemets, tester, jouer, expérimenter sur les théories, sur leurs compétences internes. Et puis de l'autre côté, ça fait plein d'idées super pour faire des histoires intéressantes. Il y a une phrase très parlante de Hal Clément dont vous avez parlé, le romancier américain, écrit pour un certain nombre de lecteurs modernes, une violation des lois de la thermodynamique dans une histoire peut gâcher cette dernière. Cela revient à voir dans un roman historique Abraham Lincoln changer des bougies de voiture. On comprend bien cette idée de l'importance de l'exactitude scientifique pour un certain type de science-fiction, Laurent. Alors, pour un certain type de science-fiction, et là on parle effectivement, c'est vrai pour l'art science, c'est vrai pour un type d'immersion particulier, qui est justement celui d'une véracité maximale dans le rendu du réel. Mais donc on va violer un minimum de lois. Oui. On va violer un minimum de lois physiques, biochimiques, etc. Enfin, des sciences dures. Et là, effectivement, ça pose problème. Maintenant, c'est un choix esthétique aussi. C'est-à-dire de faire ce type d'immersion. Alors, c'est vrai que comme c'est assez radical, en fait, de faire de l'imaginaire qui soit contraint par nos lois à nous. Parce que pourtant, ce sont des univers imaginaires. Il n'y a pas l'homme, il va pas sur d'autres planètes. On est contraint, on est contraint par les très faibles niveaux d'énergie que l'on maîtrise, par le côté incommensurable des distances cosmiques, qui fait qu'on est tout seul sur notre planète, quoi. Et qu'on n'en partira pas de sitôt en réalité. Mais à l'intérieur d'un certain type de SF, on va faire comme si, et on essaie d'être le plus près possible du réel ou du niveau de connaissance du lecteur. Moi, c'est ce que je fais plus ou moins. J'essaie plutôt d'être dans ce, même si on ne peut pas dire que je fasse de l'art science, mais je suis plutôt dans ce cadre-là, avec des points aveugles. Qui me permettent de faire de la science-fiction. Mais par contre, il y a une autre science-fiction plutôt Star Wars, qui est de la science-fiction, mais qui est
qui prend beaucoup de liberté et où la science n'est pas vraiment le sujet. Et on peut effectivement, et dans ce cadre-là, c'est pas du tout scandaleux, puisqu'il parle de scandale, enfin il évoque un scandale, c'est pas scandaleux dans ce cadre-là que les vaisseaux ils fassent dans l'espace, que les lasers aillent à 100 km/h en faisant ptiou dans l'espace aussi. C'est pas grave, parce qu'en fait, on sait qu'on est dans un univers plus ou moins métaphorique, avec un niveau de réalisme bas, mais où un peu, comment dire, quand on perd en réalisme, on gagne en puissance mythique ou métaphorique en tout cas, qui peut aller jusqu'aux grands archétypes. C'est le cas dans Star Wars, qui sont des chansons de gestes. Voilà, Star Wars, c'est de la saga, c'est de la chanson de gestes médiévale en réalité. La création, c'est notre sujet aujourd'hui, c'est le mot autour duquel on tourne. Création d'un monde, d'un système, création de la vie éventuellement. Pour qu'il y ait de la vie, il faut d'abord qu'on crée un système stellaire pour commencer, Roland. Alors, ou d'abord, non, avant même cela, il faut d'abord une étoile. Et il faut une étoile, et est-ce qu'il en faut une? Est-ce qu'il en faut deux? Est-ce qu'il en faut trois? Alors, c'est ce qu'on veut. Alors, c'est ça qu'est. Alors, d'abord, la vie dans l'univers, le seul exemple qu'on a sous la main, c'est sur Terre. Donc déjà, l'affaire est d'une certaine façon pliée. On n'a pas d'autres exemples que sur Terre. Sur Terre, on a aussi compris qu'il y avait plein d'endroits où on n'imaginait pas, il y a 30 ou 40 ans, qu'il puisse y avoir de la vie. Par exemple, au fond des abysses, on parlait d'océan tout à l'heure. Maintenant, on sait qu'il y a des tas d'endroits incroyables où il y a des tas d'écosystèmes stupéfiants qu'on n'imaginait même pas possibles. Bon, donc ça a élargi, disons, les niches écologiques possibles sur Terre. Et de facto, si on cherche de la vie à l'extérieur, ça élargit le champ des possibles aussi, puisqu'on se dit, par exemple, sur un monde glacé comme Europe, un satellite de Jupiter, couverte par une couche de glace qui fait entre 10 et 40 km d'épaisseur. Dessous, on sait qu'il y a de l'eau liquide qui est en contact avec un sol solide. Alors, peut-être il y aurait de la vie là-dedans, puisqu'il ne voit pas la lumière du soleil, mais ça n'est pas très grave, puisque sur Terre, les abysses, etc. Donc, ça ouvre le champ des possibles, et donc l'envie d'aller... Pour l'instant, on n'est pas capable de le faire, d'aller sur Europe et de creuser sur Europe pour aller voir dans le lac sous glaciaire, voir s'il n'y a pas des bestioles, des bactéries ou je sais quoi. Donc ça, déjà, il y a cet aspect, l'apparition de la vie sur Terre. On est obligé de comprendre comment... Enfin, d'abord, la vie sur Terre, on est obligé de la comprendre. Et ensuite, comment on est passé de l'inerte au vivant. Bon, voilà, c'est le grand mystère pour l'instant. Et là, il faut bien imaginer des possibilités. Et jouer avec les mondes de fiction, là où ça devient intéressant, c'est qu'on peut essayer de construire une structure, de dire qu'est-ce qui va être utile, ou qu'est-ce qui va être juste indispensable, c'est pas le même niveau, qu'est-ce qui est c'est pas grave si c'est pas là. Essayer de classer un peu tous les éléments qui semblent être nécessaires à la vie et dans quel ordre ils vont apparaître pour que cette vie puisse émerger. Évidemment, on n'en sait rien, mais c'est un jeu auquel on peut se prêter et de se dire il faut une source d'énergie. Bon, ça, c'est déjà une base très minimale. Sur Terre, typiquement, c'est la lumière d'une étoile qui est le Soleil. Mais il y a de la vie dans les océans, sous les abysses, où il y a zéro lumière. Et donc, des êtres qui fonctionnent sur chimiosynthèse et pas avec la photosynthèse. Donc, peut-être que des planètes sans Soleil, après tout, avec un Soleil très petit ou très lointain, peut-être de la vie pourrait y apparaître. Et 3 soleils. Après, s'il y a 2 ou 3 soleils, alors ça devient compliqué parce que on reçoit plus de lumière, mais c'est pas grave, il faut être un peu plus loin. Mais après, la sélection de la stabilité de l'orbite qui va se poser, il faut que la vie sur Terre, elle a mis un certain temps pour apparaître. Donc, on estime les vies les plus anciennes, les traces de vie les plus anciennes sont datées de 3,8 milliards d'années de notre passé. Des stromatolites en Australie, donc des bactéries qui se pétrifient, enfin leur décès se pétrifie et ça fait des structures minérales maintenant, qui sont d'origine organique. On en trouve, les stromatolites, ça existe encore, on en trouve, il y en a dans les rivières, en Lozère, dans l'Aveyron aussi, et puis partout. Donc ces êtres existent encore. On a des traces de vie de 3,8 milliards d'années. La Terre a 4,5 milliards d'années. Il a fallu au plus 700 millions d'années, et sans doute moins, pour que la vie apparaisse sur Terre. Donc si votre orbite planétaire elle a une durée de vie parce qu'elle est instable avec beaucoup de soleil, les problèmes à beaucoup de soleil, à 3 corps. Alors 3 soleils, c'est 3 corps. Enfin, il y a la planète qui est le 4e. Je réfère là au roman de Liu Cixin, un roman d'un auteur chinois, Le problème à 3 corps, où les trisolariens sont une civilisation qui a réussi à émerger lentement et péniblement sur une planète qui est dans un système à 3 soleils, donc avec un système de saison extrêmement chaotique, mais
Bon, curieusement, la planète n'a pas été éjectée de son orbite. Ils sont toujours là, et puis ils font des plans après. Mais donc, 3 soleils, ça rend la difficulté grande, parce que la planète, si elle n'a pas une orbite, disons, suffisamment stable, qui dure des millions, des centaines de millions, des milliards d'années, la vie, si on se réfère à la Terre, parce qu'on en comprend, s'il faut des centaines de millions d'années pour qu'elle apparaisse, adieu, elle est partie. Donc 3 soleils, pourquoi pas? Mais là, l'intérêt, c'est de refaire le jeu dont parlait Al Clément, et pour les scientifiques, de jouer avec leur compréhension limitée du moment où ils sont, elle est toujours limitée, bien entendu, d'essayer de jouer avec tout ça pour dire, et si on crée une planète autour d'un monde avec 2 étoiles, et si on met une planète autour d'un soleil beaucoup moins brillant que notre soleil à nous, un seul soleil, donc là c'est tranquille pour les orbites, mais un petit soleil rouge, une naine rouge, beaucoup plus froid, beaucoup moins lumineux, donc il faudrait que la planète soit plus proche de son étoile, mais du coup ça a des conséquences, et comment ça se passerait, et comment on joue avec ça, et jouons avec nos modèles pour essayer de faire quelque chose, sachant que maintenant on a aussi un certain nombre d'observations de exoplanètes, dont on sait typiquement assez peu de choses sur la planète elle-même, si ce n'est ce paramètre orbitaux, on a quelques éléments sur sa masse, sur son orbite autour de l'étoile, etc. Mais on a trouvé des planètes telluriques avec un sol solide qui sont en orbite autour d'étoiles naines rouges. On a trouvé des planètes dans des systèmes à plusieurs étoiles et avec des orbites qui semblent stables. Donc du coup, les SI que pouvaient faire les scientifiques avant, maintenant ça devient des SI un peu plus concrets, mais on ne sait toujours pas grand-chose. Et en jouant avec toutes ces modélisations qu'on sait faire dans un cadre terrestre très terrocentré, humano ou vivo-centré terrestre, eh bien d'essayer d'utiliser ces choses-là pour se projeter sur qu'est-ce que ce serait sur ces mondes, qu'est-ce qu'on peut imaginer sur ces mondes comme situation, et éventuellement comme possibilité d'une vie extraterrestre. Allons-y, créons-le, ce monde extraterrestre. Peut-être une seule étoile, ce sera plus simple. Peut-être une naine rouge, parce qu'on a vu que pour les tripolariens, c'était un petit peu compliqué dans le problème à 3 corps. La naine rouge, c'est plus exotique que notre Soleil, exotique parce que déjà, ça pose d'emblée une contrainte immédiate, c'est que sur Terre, la vie est apparue sous forme d'êtres photosynthétiques dans les océans. Voilà, il y a eu des êtres photosynthétiques qui fonctionnent sur de la lumière du Soleil, qui a donc une distribution en couleurs, le spectre qu'on appelle de l'arc-en-ciel de la lumière solaire à un certain type. Et si le soleil est plus froid, il sera plus rouge. Il y aura moins de bleu, de vert et plus de orange, de jaune et de rouge dans le spectre, et voire de l'infrarouge évidemment dans le spectre de cette étoile. Et si la photosynthèse se fait avec des couleurs qui sont plutôt du côté du vert ou du bleu, et bien alors du coup, comment ça marche sur ces autres mondes? C'est quoi les couleurs? Comment ça va? Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de photosynthèse à partir d'une planète, d'un astre qui est plus rouge? Et puis, si cette planète elle est proche de son étoile, alors il va se passer un phénomène comme entre la Terre et la Lune. Peut-être que les forces de marée de l'étoile sur la planète vont synchroniser la rotation de la planète sur elle-même et sa révolution. Autrement dit, cette planète va montrer toujours la même face à son étoile. Il y aura une planète, un côté toujours dans la nuit, un côté toujours dans le jour. C'est quoi la météo sur ce truc-là? C'est quoi le climat? Ça pose plein de questions. Et du coup, paf, vous voyez, là, ça jaillit dans tous les sens. Et là, après... Et le but de tout ça pour les scientifiques, c'est de jouer avec leur théorie, leur modèle. Il y a une sorte vraiment de plaisir intellectuel à manipuler tout ça dans un monde complètement, de créer un monde qui n'existe peut-être pas, mais en tout cas de jouer avec tout ça. Et puis après, pour l'auteur de science-fiction, s'il fait la même chose en prenant ça, le régal, c'est après lui, c'est pour mettre des personnages, c'est pas juste pour justement, quel personnage on met sur notre planète qui est face à cette naine rouge, Laurent? Alors, les personnages, je ne sais pas. Mais pour les créatures, effectivement, en fait, moi, je fonctionne pas tellement comme ça, et je pense que les auteurs de SF ne fonctionnent pas forcément de façon purement constructiviste comme ça. C'est-à-dire qu'on a un truc et puis on va placer nos billes. C'est les écosystèmes, les trucs. Ce sont des personnages qui vont interagir avec nos personnages, qui vont venir sur la planète, etc. Et c'est par leurs yeux qu'on va appréhender la faune, la flore, etc. Et il faut que ça résonne entre les personnages qui vont avoir une vision partielle des choses. Et souvent, dans la science-fiction, et c'est particulièrement vrai sur les formes de vie, mais c'est vrai d'une manière générale, c'est ce qu'on fait quand on décale le regard, c'est qu'on va en essayant d'être créatif, justement, parce que justement, dans la science-fiction, on ne décrit quelque chose que quand il s'écarte de la norme. Sinon, ça ne vaut pas le coup de le décrire. On ne décrit que ce qu'on ne connaît pas et ce qui est nouveau. Et donc, par exemple, on va
moi, immédiatement, je vais me poser des questions. Et par exemple, je me dis, c'est très peu de lumière. Lumière rouge, ça va plutôt être, pour capter cette lumière et pour la transformer en énergie, ça va plutôt être des formes de vie qui soient carrément noires, des plantes noires, ou des plantes qui vont absorber dans ce spectre-là. Donc une pauvreté en termes de lumière et en termes de variété de lumière. On a un spectre qui est quand même relativement large, en fait. Voilà, ça va du rouge au violet, avec le spectre que tout le monde connaît, mais qui est assez varié, en fait. Voilà, qu'est-ce qui va compenser le manque de lumière, éventuellement pas de lumière du tout, voilà. Donc ça peut être par exemple des capteurs, donc des sens, qui sont normalement réservés aux espèces qui n'ont pas Dieu ou qui ont arrêté de miser sur les organes oculaires. Donc par exemple l'écholocation. Donc qu'est-ce qu'un univers, qu'est-ce qu'une faune dont le sens majoritaire n'est plus l'œil, mais l'écholocation. Voilà, des choses comme ça en fait. C'est-à-dire on va faire intervenir ou un nouveau sens. On va faire intervenir ce qu'on connaît de nos connaissances sur Terre, donc faire des analogies, essayer d'être créatif aussi, enfin je veux dire de sortir complètement de ces clous-là. Donc par exemple, alors je ne vais pas donner de réponse parce que ça prend des fois des heures ou des années, mais aussi se poser la question de quand on parle de forme de vie, on connaît les règles des formes de vie et on sait globalement que par exemple il y a en gros 2 règnes principaux qui sont végétal, animal. Alors même s'il y a la règle des champignons qui est entre les deux, on va dire que c'est un 3e règne, mais en gros on va dire qu'il y a les végétaux et les animaux. Qu'est-ce qu'on peut concevoir d'autre que ça? On a une façon de se reproduire qui est plus variée. Il y a la sexuée, mais il y a la non sexuée, donc par mitose, mais en fait il y en a plein d'autres. On va contaminer avec des gènes, avec du transfert de gènes latéral, etc., etc. Il y a plein de façons en fait de transmettre de l'information génétique. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Il y a aussi les relations entre les vivants. Donc vous avez la prédation, la symbiose, le commensalisme. Vous avez 4-5 relations interespèces. Est-ce qu'il ne pourrait pas y en avoir d'autres? Pareil pour les modes de locomotion. C'est-à-dire qu'en fait, on va se poser les questions de où est-ce qu'on peut donner du nouveau, donner à penser à ce niveau-là. Avec un effort de cohérence pour créer ce système monde, avec cette volonté de faire monde dont vous parlez. Voilà. Et c'est là que les paramètres astronomiques sont des tremplins de l'imaginaire à ce moment-là, parce que ça nous donne un cadre dans lequel exercer l'imagination. C'est comme les vers de la poésie, quoi. La poésie classique qui avait des règles. Nous, ce sont nos règles en fait. On n'a pas des règles de versification, on a des règles de cohérence interne. Des règles qui favorisent la créativité, on le comprend. Et voilà. Alors, il y en a pour lesquels il y a des auteurs pour lesquels la science c'est un carcan. Pour eux, c'est un carcan. Ils n'arrivent pas à penser à l'intérieur. Il faut qu'ils s'évadent. Pour moi, c'est plutôt un tremplin. Elle peut forcer la créativité. Mais c'est pour ça que chacun a sa manière de créer. Moi, je suis très à l'aise avec la science. Parce que pour moi, elle est synonyme elle va inséminer mon imagination. Pour d'autres auteurs, ils n'ont pas ce feeling-là, et pour eux, c'est plutôt vraiment des contraintes au sens camisole. Voilà. Malheureusement, on arrive au terme de cette discussion. Je vais vous demander un dernier effort d'imagination. C'est le rituel à chaque fin de rencontre au festival Les Dialogues. Est-ce qu'il y aurait un mot que vous auriez envie de proposer pour une prochaine édition ? J'en ai plusieurs, moi. Ce qu'on a dit là, j'en ai un qui est jouer.
Parce qu'on a beaucoup parlé, voilà, peut-être Laurent il avait ça en tête, parce qu'on avait évoqué ça beaucoup. J'avais ça en tête. Et nous on a dit qu'on jouait avec la physique, on jouait avec les idées, enfin il y avait quelque chose qui peut être très ludique dans la pratique de la création. Et puis moi j'en aurais un autre qui m'intéresse aussi beaucoup, parce qu'en physique il a beaucoup de sens, et puis de la façon entre les humains, et puis entre les écosystèmes, on en a parlé aussi dans le vivant, dans la façon dont on n'envisage pas juste un écosystème, c'est des trucs posés et puis il se passe rien. Ça interagit, ce serait interaction ou interagir. Oui. S'il fallait prendre un verbe, on prendrait interagir. Oui, Laurent. Oui, ou hybrider. Moi, j'aime bien ce mot-là. Ouais. Voilà. Hybrider. Je vote aussi, c'est bon. Ça rejoint le mélange qui était l'objet d'une discussion et d'une rencontre. Et dans la création, dans le phénomène de création, il y a beaucoup d'hybridation. On va emprunter à des domaines voisins de la science, par exemple. Et c'est l'essence même de ce festival, l'hybridation. Oui. Et puis il y a les chimères. Alors, on va encore tirer 2 minutes. Les êtres de fiction au cinéma, c'est souvent des chimères. Ils mélangent un bout de dauphin et un bout de je sais pas quoi, de chien, et puis hop, ça fait un nouvel animal pour qu'on le reconnaisse. Donc, faire des hybrides ou des chimères, c'est un classique dans le cinéma de science-fiction pour créer des êtres bizarres mais reconnaissables. Merci pour toutes ces idées, merci beaucoup. Les Dialogues, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer avec une musique de Robert Meunier pour les éditions IG et l'École des hautes études en santé publique de Rennes. N'hésitez pas à découvrir les autres épisodes de ces échanges en version intégrale ou en version flash selon vos préférences.